fille qui est Ah, toute jeune. quel âge elle a? Elle a 7 ans. Ah oui. Ouais, ouais. Donc, on est en direct, mais surtout on parle. Oui, vous me disiez que l'intérêt de notre rencontre pour vous, c'était que moi, je fais aussi de la musique de film et de séries télé, donc forcément dans la tonalité, même si on essaie des escapades, et que vous n'avez pas creusé ce sillon-là, évidemment, parce que vous avez eu la carrière qu'on Si, connaît. enfin, j'ai pas creusé, mais dans les années 50, j'ai Ouais, déjà fait comment ça s'appelle, des, des indicatifs ouais. pour des, des émissions de radio. Et puis, Ah oui, ben, des enfin, jingles. des jingles, voilà. Ah ça, c'est incroyable. Mais autrement, non, j'ai fait quand même la musique d'un film, un film d'Alain Cuny, Oui, complètement extravagant, hein, qui s'appelait? qui s'appelait L'annonce faite à Marie. Ah bah oui, mais très connu. Alors, Ouais. oui, enfin, c'est à la fois raté et étrange. Et Oui, je comme je sais. suis pas religieux moi-même, Ouais. ça me paraissait un défi intéressant. Et puis, j'étais assez ami avec lui et tous les 10 ans, il me disait, Emma, je vous ferai mon film. Je dis, oui, oui, puis il trouvait pas les capitaux. C'est Et incroyable. finalement, il l'a fait. C'était orchestral? C'était non, c'était un chœur corse Ouais. traditionnel, Moi, super beau. et puis des enregistrements de cornemuse, enfin Ouais. différentes choses. Très bien, très bien. Comment ça se passe techniquement quand on est à votre âge, avec toute une œuvre colossale sur les partitions? J'ai vu que vous étiez édité. Comment on s'y retrouve dans tout ça? Alors j'ai vu que votre site était très intéressant parce qu'il mettait des extraits Voilà. de musique, et j'invite tout le monde à y aller, et des partitions, des extraits de partitions. Mais par exemple, ce film, la partition existe. Comment on fait pour Euh, voir cette partition? ben, elle n'a pas été éditée, Voilà, c'est ça. ça. C'est moi qui ai gardé ça en manuscrit. Oh là là. Donc, C'était avant l'informatique, donc il y a des copistes, ah j'imagine. ben oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous a amené à décider d'aller dans cette musique d'avant-garde, je ne sais pas comment la qualifier, contemporaine, je sais que vous êtes assez critique sur les terminologies, plutôt que de continuer ce sillon du film et enfin, Non, 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 alors Oui, je résume un peu oui, mon oui, avec cheminement. plaisir, avec Je plaisir. suis né d'une famille de musiciens. Oui. Mon père était violoncelliste, c'était à lui ce machin. Et, Ah oui, magnifique. et puis, bon, Ça, c'était, oh là là, que c'est beau. C'est quoi? c'est ce qui reste d'un violoncelle. Mais la gravure, tout ça? La gravure, alors il y a Ah, c'est une ajouté. comment? C'est ajouté après. Oui, Oui, bien sûr. mais c'est un Diane qui lui a vendu ça pendant la guerre. Il avait besoin d'argent sans doute et il essayait de fuir. Et on habitait Montluçon à l'époque, il est Oui. arrivé avec ça et mon père a trouvé ça séduisant. Et il y a une date dessus, Ouais. 1758, je me dis pourquoi, c'est sûrement un faux, mais en 1758, il y a eu des changements politiques importants dans les Balkans. L'empereur d'Autriche a concédé de l'autonomie à des régions d'où venait cet instrument. Bon, Incroyable. alors, Famille de musiciens, donc. alors donc voilà, mon grand-père était musicien et il était le fils d'un sabotier qui était devenu luthier. Et D'accord. donc j'ai encore une paire de petits sabots qu'il lui avait offert Incroyable. et j'ai encore un alto qu'il avait construit chez Gambert Dardel qui était un grand luthier parisien. Incroyable. Donc voilà d'où je viens du côté paternel. Et bon, mes parents ont eu de grosses difficultés. Et après la guerre, ils ont été obligés d'ouvrir des petits commerces, des trucs comme ça. Et donc, ils m'ont jamais conseillé de devenir musicien. On ne pouvait pas Ah oui. gagner sa vie Oui, comme oui, bien musicien. sûr, bien Donc, il sûr. se trouvait que j'étais assez bon élève. Et donc, un jour, le proviseur a dit, mais il faut là qu'il aille à Normal Sup. Mes parents ne savaient pas ce que c'était que Normal Sup. Mais ils ont dit, ah bon, pourquoi pas. Et voilà, de fil en aiguille, j'étais boursier du gouvernement et j'ai pu avoir une bourse d'internat à Louis-Grand,
faire une hippocane d'abord à Clermont, L'élite de l'élite. ensuite à Louis-Grand, et de réussir le concours, pas la première année, mais la seconde. Très bien. Donc je suis rentré, j'ai passé 4 ans à Normal Sup. Oui. Et après, on m'a aimablement invité à aller passer 2 ans en Algérie. C'était moins marrant. Ah, c'était moins marrant. Ouais. Mais Non, pas... parce qu'il y en a qui font des voyages. Foucault a fait la Tunisie, Bourdieu Ah a oui, fait mais moi, l'Algérie. c'était la guerre. Oui, c'était la guerre, oui, bien sûr. Et j'étais sous-lieutenant, donc Ah oui, d'accord. c'était pas marrant du tout. Non, pas marrant du tout, j'imagine. Mais j'avais, entre-temps, quand même fait 2 années chez Messiaen. J'étais entré Oui, au conservatoire. Olivier Messiaen, oui. Et donc, Très important pour vous. Vous avez fait plein de conférences sur lui. C'est oui, et un de vos donc maîtres. ça veut dire qu'après avoir abandonné la musique provisoirement pendant 2 ans pour préparer le concours de Normal Sup, après j'y suis revenu et je n'ai plus fait que ça. Que ça. Et quand on est comme ça à la guerre, quand on est jeune et qu'on voit peut-être des horreurs, en tout cas cette dureté, ce délire, la musique, est-ce qu'elle reste en vous? Est-ce qu'il y a un rapport musical dans cette période de creux avant de reprendre la musique? J'imagine que vous êtes habité par la musique. Bien sûr, bien sûr. Alors il y avait 3 solutions pour être compositeur dans les années 50. Ou bien on suivait les enseignements du conservatoire, on faisait de la musique néoclassique, en se méfiant déjà des innovateurs comme Schoenberg surtout, ou comme Stravinsky. Donc bien sûr. on était plus près d'Ambroise Thomas. Et ça m'intéressait absolument pas. Ouais. J'ai été élève du directeur du conservatoire de Clermont-Ferrand, qui a été lui-même élève de Ravel. Alors ça allait. Ça a de la gueule, on va dire. Oui, mais il m'avait mis en garde contre la grande nouveauté de l'époque qui était Boulez. Ah. Alors du coup, je me suis dit, tiens, ça doit être intéressant. Évidemment, esprit dissident. Alors, je suis allé voir Boulez, j'ai écrit une petite pièce pour violon et piano, qui était une pièce dodécaphonique, comme on dit. Oui, bien sûr. Qui a eu le malheur d'être primé dans un concours où je l'avais envoyé à tout hasard, en Hollande. Incroyable. Et mon premier concert a été avec cette pièce représentée en Hollande. Ça m'a galvanisé, j'étais très heureux. C'est clair. Et j'ai rapidement vu que Boulez, c'était pas pour moi, parce que j'avais acquis une formation intellectuelle forcenée pour Normal Sup. Bien sûr. Et le sérialisme, c'était un peu la même chose. Ouais, c'est ça. Donc ça ne me servait pas du tout. Et le côté intellectuel de cette orientation m'a rebuté. Et par conséquent, je suis allé chez l'ennemi de Boulez. Et en même temps, c'est qui, c'est Jolivet? Non, c'était Pierre Schaeffer. Ah oui, Schaeffer, bien sûr. Voilà. Ah oui. Donc j'ai été un des fondateurs du groupe de recherche musicale. Il n'y avait pas foule à l'époque. Boulez y était allé, mais il leur disait pique-pendre. Ah, Boulez avait une langue pimentée. Oui, et il avait fait 2 œuvres médiocres là-bas et ça n'était pas relevé. Est-ce que juste, petite parenthèse, vous pourriez expliquer simplement en quoi ces 2 écoles s'opposaient? Alors le sérialisme, on est dans Schoenberg, Berg, Webern, on est dans l'idée qu'il faut utiliser les 12 notes sans centre de gravité, je résume vraiment, mais vous allez mieux résumer que moi. Ce qui me semble, moi, faux, puisque dès qu'on est dans le grave, les notes sont plus importantes que l'aigu. Et alors allez-y, je sens que... Très bien, non, mais c'est bien, j'allais dire complètement ce que vous venez de dire. Avec le recul, je peux simplifier en disant qu'il y avait 2 courants depuis le début du XXe siècle. Un qui était dû à Debussy et l'autre à Schoenberg. 2 courants principaux. Schoenberg, pour simplifier à l'extrême, c'est dire on continue la même chose, mais maintenant on va pas faire seulement avec 8 notes ou 7 notes de tonalité. On va prendre les 12 notes. Donc on fait la même chose, mais en pire. Et Debussy disait autre chose qui paraissait fantaisiste. C'est pas important d'aller au concert, il vaut mieux écouter la nature. Regarder un coucher de soleil, c'est plus important. Excellent. Alors on dit oui, bon. Oui, impressionniste. Mais ça voulait dire que la musique n'est pas seulement une affaire de notes, mais une affaire de son.
Et tout le XXe siècle, sans le savoir ou en le sachant, a développé cette piste-là. Et on y est encore aujourd'hui. Oui. Donc, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que les notes prenaient en somme l'organisation de la musique calquée sur celle du langage. Et très consciemment, parce que la grammaire musicale tonale a tous les éléments de l'analogie avec le langage. Bien sûr. Il y a des phrases, bon. Et moi, j'étais, au contraire, très curieux de voir qu'on pouvait faire une musique, non pas avec des notes, mais avec des choses qui n'étaient pas codées, qui étaient les bruits ou les sons. Ou les oiseaux. Les oiseaux. C'est autre chose. C'est encore... Ah, les oiseaux, j'avais un esprit de contradiction assez fort. Étant donné que mon maître Messiaen avait montré que c'était génial, je me dis, bah non, je ne veux pas faire la même chose. Alors, Messiaen, c'est celui qui a décidé de prendre le langage des oiseaux et de l'écrire et de l'incorporer dans ses œuvres. Il a eu une très grosse influence sur moi, pas seulement avec les oiseaux, mais avec cet éclectisme extraordinaire. C'est quelqu'un qui faisait des cours au conservatoire, où il parlait de la musique médiévale, où il parlait de la musique indienne. Donc, il nous ouvrait des horizons et m'a fortement encouragé à travailler chez Pierre Schaeffer. Schaeffer. Ah oui, d'accord. Donc, avant mon service militaire, j'étais déjà orienté pour une musique de son et pas une musique de notes. Après, je me suis aperçu que les sons, on les aligne, mais pourquoi? Comment? Il faut aussi qu'il y ait un sens de la forme. Alors là, il faudrait que je parle pendant une heure ou deux. On va peut-être se revoir et continuer la discussion. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir concrètement dans le rapport à la musique, Boulez, Schaeffer, cette opposition, parce que ça paraît abstrait pour des jeunes d'aujourd'hui, notamment, qui déjà découvrent à peine Boulez. C'est quoi l'opposition? C'est quoi les deux écoles? Quand vous dites j'ai choisi l'ennemi, c'est fort quand même. En gros, oui. Boulez, c'est quelqu'un qui fait des partitions. Et des partitions dont le résultat sonore, quelquefois, n'est pas très convaincant, et d'autres fois, plus. Et il le fait parce que il voulait accéder à la dignité du langage, c'est-à-dire de l'écrit même. Voilà, on ne fait pas des notes au hasard, on les assemble selon des règles. Les règles tonales, elles sont périmées depuis longtemps, donc on en trouve d'autres. Et alors, il y a eu Schoenberg et puis son disciple Webern surtout. Alors ça, c'était le dieu Webern. Bon, je ne veux pas me mettre à faire un cours de... Non, mais oui, voilà. Et donc Schaeffer, c'est là où le nom est plus nouveau quand on entend Schaeffer. Pierre Schaeffer a inventé ce qu'on appelait à l'époque la musique concrète. C'est-à-dire qu'il était à la radio où il s'occupait des mises en ondes, etc. Donc, il a vu que les technologies maintenant, enfin à cette époque, permettaient de travailler directement avec les sons. Bande magnétique Non, au départ, c'était même pas bande magnétique, c'était des disques. Des disques. Et donc, avec les filtres, avec les disques, avec les variateurs de vitesse, on pouvait faire des choses dont on ne savait pas même d'où elles provenaient. Et donc ça m'intéressait beaucoup et j'ai fait des œuvres de musique concrète. Oui, bien sûr. Mais ce qui m'intéressait, c'était de ne pas se limiter à ça, parce que j'aimais bien aussi pouvoir utiliser les instruments. Et j'ai été un des tout premiers compositeurs à faire une œuvre mixte pour orchestre et son enregistré. Et en écrivant les sons, c'est ça qui est fort. En écrivant les sons. D'ailleurs, oui. sur le... Voilà, oui. Ça c'est un extrait d'une partition comme ça. Exactement. Une œuvre pour 12 pistes. Voilà. On note les sons des... Ça, c'est un langage que vous avez inventé. Ah oui, c'était... C'est une convention que vous avez créée. Il y avait 12 pistes. Là, vous voyez, il y en a 3. 3 et 3, 6, 12. Et chacune fait l'objet d'un montage. Ça, c'est des petits morceaux de bande. Oui, ok. Et donc, tout ça, c'est écrit. Un énorme travail. Énorme travail. Ouais. Donc, vous allez chez Schaeffer et là, vous... Alors, je me suis un peu heurté à Schaeffer aussi, parce que lui, il disait, il ne s'agit pas de composer, il s'agit d'abord de faire du solfège. Et le solfège n'existe pas, donc il faut élaborer un solfège des bruits. Ah oui. Et il a passé son temps à
alors nous obligeait à faire des catalogues de bruit, Oh là des là. classements de bruit. Puis lorsqu'on avait commencé à faire un classement, on disait bon, maintenant il faut changer toutes les étiquettes, c'est pas comme ça. Oh là là Donc, là. Ouais. Ouais. et moi j'étais intéressé par les théories de Schaeffer. Il y en a qui sont d'ailleurs très remarquables. Par exemple, dans son traité des objets sonores. Mais je pensais qu'il fallait adapter plutôt à la musicologie les trouvailles du structuralisme, qui était la grande idée philosophique à De l'époque. l'époque, oui, bien sûr. Donc j'ai Dans toutes les proposé, disciplines. à un moment, j'ai été chargé de la direction euh, du groupe de musique concrète qui était devenu le groupe de musique musicale, Ouais. le groupe de recherche musicale. Recherche musicale. Et donc j'ai proposé à Schaeffer de faire un programme de recherche à base structurale. Là, il n'était pas d'accord du tout. Donc, alors j'ai claqué la porte. Et aujourd'hui, je pense que c'était une utopie, celle de Schaeffer ou la mienne, et qu'on pouvait faire autrement. Et c'est ce que j'essaye encore de faire, et c'est très difficile, c'est-à-dire cumuler les avantages d'une musique où on ne crée pas, on n'assemble pas des symboles, mais où on assemble des sons réels. Et il y a, pour ça, il y a quelque chose qui est plus important que la logique ou la théorie, c'est l'oreille. La sensibilité, l'oreille. Oui. Et donc, alors, au GRM, j'avais fait connaissance avec un compositeur qui est devenu un grand ami, qui est Xenakis. Énorme. Comment ? Énorme compositeur. Oui. Énorme compositeur. Le contact a été très facile, d'abord parce que je parlais déjà grec, Ah oui. et puis parce que on avait des approches affinités à peu près analogues Ouais. avec les sons. Même si lui, il est assez mathématique aussi. Alors, il avait la coquetterie de faire croire que c'était les mathématiques. Ah d'accord. Mais quand alors moi je suis pas mathématicien, Ouais. mais je connais des mathématiciens qui sont allés voir les partitions. Ouais. Et il y a des fautes. Ah oui, d'accord. Et Il adapte. Alors, il adaptait. C'est pas qu'il avait raté l'application de... C'est qu'il jugeait que le do dièse là, ça n'allait pas. Bah, oui, c'est-à-dire que l'intuition était supérieure à la théorie. Ouais, c'est très beau. Très beau. Et donc ça me plaisait beaucoup. Et donc, dans votre échange avec lui, il y a des... Quelle personnalité c'était Ah, c'est un type... Moi, j'aime beaucoup les Grecs. C'est pour ça que j'ai appris le grec, parce que j'enseignais le grec ancien, mais apprendre le grec moderne a été relativement facile. Oui, bien sûr. Et donc, j'aime bien les Grecs, et ils ont à la fois une grande gentillesse, et en même temps un grand je m'en foutisme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tellement fiables quand on a vraiment besoin de quelque chose. Oui, bon, on verra demain. On improvise, on verra demain. Il y a Eva qui est chanteuse lyrique et qui dit « J'ai chanté Oresteia de Xenakis, une merveille plus intuitive que mathématique. » Oui, absolument. Oui, oui. Et elle pose la question, est-ce que vous avez des opéras dans votre catalogue ? Oui. Oh, le oui est bizarre, vous l'avez senti. Oui, parce que j'appelle ça opéra faute de mieux, mais alors il y en a 3. Il y en a un. On peut aller chercher sur Internet aussi, hein, ou sur votre site. Hein. Non. Ça, j'ai des trous de mémoire. Non, mais vu l'œuvre pléthorique que vous avez, c'est normal. Hein. Oui. Quand je vais devenir vieux, ça sera tout sera sur Internet, ne vous inquiétez pas. Allez chercher les opéras de François-Bernard Mache, les amis. J'en profite pour vous saluer. N'hésitez pas à participer. C'est totalement informel. François-Bernard a a accepté mon invitation un peu osée de faire pour la première fois, je crois, au monde, un live TikTok avec un compositeur contemporain. Je ne crois pas que ça existe. Donc, il est pionnier là aussi. Alors moi, je suis sidéré de voir alors c'est sûrement le passage à l'école normale et à la théorisation,
mais vous êtes philosophe, enfin, vous le mettez et c'est vrai. Vous êtes créateur de concepts, créateur de disciplines, créateur de... Vous prenez parfois dans la biologie et vous en faites des concepts opératoires dans la musique. Enfin, c'est une inventivité conceptuelle assez conséquente. Comment vous conciliez les deux, justement cet intuitif et cette sensibilité dont vous parlez, et la théorie, parce que vraiment vous êtes loin de balayer la théorie d'un revers de main. Oui, mais il y a des incohérences peut-être dans ma théorie, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller là où je ne suis pas sûr, c'est d'explorer. Je suis un voyageur. Alors, pour être un théoricien, il faut une cohérence totale. Alors, en ce sens, je ne suis pas un vrai théoricien. Mais en allant chercher des rapports, comme dans Musique Mythe Nature, entre la mythologie, le langage, comment ça s'appelle, ceux qui vont dans des pays étrangers, la musicologie. La musicologie, l'ethnomusicologie, L'ethnomusicologie. La zoomusicologie. Oui, l'ethnomusicologie. Et parce que ce qui m'intéressait, c'était justement de voir non pas quels étaient les éléments techniques qu'on retrouvait partout, mais quels étaient les processus qu'on retrouvait partout, quel que soit le résultat. Oui, ça c'est passionnant. Donc j'ai trouvé quelque chose qui a donné naissance à ce que j'ai appelé la zoomusicologie pour faire sourire un peu. Mais en fait c'est très sérieux, c'est-à-dire qu'il y a une minorité d'animaux qui ont des manipulations du son aussi complexes que celles de pas mal de compositeurs. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une chose, au départ, je ne savais pas pourquoi. Et maintenant, je crois que la clé, c'est simplement le goût du jeu. Et le jeu est une fonction biologique. Musique ou pas musique. Les animaux apprennent en jouant, bien sûr, comme nous. Et voilà, et ils aiment, il y a une petite minorité, 300 espèces à peu près sur 9000. Et vous les connaissez, hein, vous citez des oiseaux que je n'ai jamais croisé. Je m'y suis un peu plongé. Oui. J'ai d'ailleurs travaillé au centre de recherche zootechnique de Jouy-en-Josas. Oui. Et c'est vrai qu'il y en a qui, à partir de motifs, composent des formes, pas du tout répétitives. Ils ont leur propre façon de chanter. Oui. Je veux dire individuelle, c'est pas l'espèce qui chante, c'est l'individu, c'est singulier. Et même plus étonnant, ils sont capables d'imaginer des successions, des séquences de sons dans lesquelles il y en a une partie qui sont des alarmes. Oui. Les alarmes étant des choses internationales, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'une espèce d'oiseau qui entend une alarme d'une autre espèce, il la prend aussi pour lui. Il y a un danger qui peut être c'est le col rouge, alors il y a des noms incroyables, le col noir, le nom des oiseaux me fascine. Mais oui, je vois très bien. Et ça veut dire qu'il y a déjà une capacité d'abstraction. Et d'imitation. Et d'abstraction d'abord, mais de changement de contexte. Car quand il met dans une phrase une alarme qui est là pour contraster avec les voisins, c'est tout. C'est une culture, c'est presque une culture. Absolument. C'est incroyable. Absolument. Et ce qui est aussi une culture, c'est que dans certains cas, les petits oiseaux apprennent la musique de leurs parents. Et si ces parents sont des parents adoptifs d'une autre espèce, ça marche. Oh, c'est dingue. Et il y a un type qui s'appelle Nicolai qui a montré que l'apprentissage je crois que c'était des bouvreuils, je crois. L'apprentissage d'un bouvreuil qui est sorti de l'œuf et qui a été pris avec des parents d'une autre espèce apprend à parler, à chanter comme le parent. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on en fait plusieurs de ce genre, des enfants adoptifs, et qu'on les élève ensemble? Ils vont retrouver le chant naturel? Eh bien non. Oh là là. Ils vont transmettre le chant appris. C'est dingue. Pendant 2, 3, parfois 3 ou 4 générations après, ça s'atténue et le chant naturel prend le dessus. Oh là 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 là. Ça veut dire qu'il y a les éléments d'une culture. Donc, revenons-en un peu à... Alors, vous parliez des opéras.
Oui, Ouais, alors il y avait celui dont je n'ai toujours pas retrouvé le titre. on va les trouver. C'est Ils sont l'histoire. fascinés, hein, j'ai plein de jeunes de 17 à 20 ans, ils sont absolument Non, non, fascinés mais par ce que vous dites. je Non, ne connais que ça, mais heu, bon, j'ai des trous de non, non, mémoire, mais par tout ce qu'on dit. vocabulaire. Ouais. C'est l'histoire d'un petit paysan qui a décidé qu'il serait un grand découvreur et il a été le premier à entrer à Tombouctou, Au Mali. au L'Empire du Mali. Mali, Oui. grande Donc bibliothèque, centre de culture africain. c'était au 19e siècle. Mmh. Aucun Européen n'était entré à Tombouctou parce qu'il se faisait des trucidés avant Bien d'arriver. sûr. Et lui, il est arrivé, il s'est déguisé en Égyptien, il a appris suffisamment d'arabe pour se débrouiller, et il s'est fait passer pour un Égyptien. C'est une histoire vraie? Oui, c'est Ah une oui, histoire oui, tout à fait d'accord. vraie. Et donc, ça m'a intéressé parce que cette histoire d'un type un peu rejeté par la société, fauché, qui veut devenir un grand homme. Alors, il est tombé au bon endroit parce que à ce moment-là, il y avait une rivalité très forte entre les Français et les Anglais pour la découverte de l'Afrique. Bien sûr. Donc, les chercheurs français de je ne sais plus quelle institution avaient besoin d'un type qui Introduit, représente introduit. et qui représente une découverte majeure. Ouais. Donc, c'est cette. Alors, voilà, c'est ça que j'ai pris comme Passionnant. thème. Ouais. Et, et malheureusement, le malheureux, bon, il découvre Timbuktu, mais Timbuktu, c'est un village minable, hein. Il n'y a Ouais. rien. Attendez Et bien. après, il faut rentrer, il a pas un rond. Bon, c'est l'histoire d'un ratage, mais d'un ratage magnifique. Très bien, très bien. Voilà. Alors ça a été créé au Festival d'Avignon. Oui. Après, qu'est-ce que j'ai fait encore comme spectacle? Bon, enfin bon, c'est pas Ouais. essentiel, hein. Et il y a Récemment encore, ouais. j'ai fait un opéra qui a été joué 5-6 fois à plusieurs endroits. Mais bon. Vous C'est avez pas mon, d'accord. c'est pas mon principal. Il y a Tara qui pose une question. Est-ce que vous avez participé au mouvement spectral? Je l'ai. Alors, j'en ai été reconnu comme le parrain parce que j'avais j'avais inventé ce que j'avais appelé la phonographie, Mmh. qui serait un art avec les sons analogue à ce qu'était la photographie avec les images. Mmh. Et donc, ça voulait dire qu'il s'agissait de prendre des sons de la nature, mais de les considérer comme des éléments possibles d'une musique. Ça, j'ai inventé le terme en 1963, j'ai fait une publication là-dessus, Mmh. mais j'en ai pas fait moi-même tout de suite. Parce que j'étais élève chez Messiaen et Messiaen faisait ça aussi, mais il ne le faisait pas vraiment de la même manière. Lorsque j'ai fait une pièce dans laquelle j'intégrais des chants d'oiseaux enregistrés, Ouais. Messiaen était là. Alors, je suis allé le voir après, et il était très embêté, très très embêté. Et il était tellement gentil, il m'avait beaucoup encouragé dans tout ce que je faisais, mais là il trouvait quand même que c'était trop réaliste. Ah oui, oui, parce que Messiaen adaptait les chants d'oiseaux à Il la les, flûte ou, et voilà, il avec les des instruments, transcrivait, ouais, il les ouais, transcrit, ce qui est balèze, mais, mais de façon géniale. ouais. Alors, je l'ai fait aussi, ça, mais je me disais, mais après tout, alors ça, c'était en 68, avec une pièce qui s'appelle, mon Dieu, euh, allez, non, Oh, ça reviendra, on va chercher non, ça sur va un revenir, mais Rituel d'oubli. rituel d'oubli. Dans Rituel d'oubli, j'utilise des enregistrements de bruits de guerre que j'avais fait dans les rues d'Oran, où Ah j'étais ouais, pendant la guerre civile, ah ouais, des enregistrements à la piscine Molitor, ouais, 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 des enregistrements d'un lion qui était en cage et qui qui rythmait des choses très intéressantes, incroyable. et encore d'autres enregistrements, en même temps qu'un orchestre, plus un orchestre enregistré
parce que je n'avais pas les moyens d'un grand orchestre, Ok. donc un orchestre d'une quinzaine de musiciens. Et pour avoir plus Ah, c'est de pattes sonores, il y avait l'orchestre enregistré en ouais, plus. incroyable. Donc, vous choisissez cette exploration Oui, musicale. oui. À côté de ça, il y a la musique, il y a le rock, il y a les yéyés, Ah, voilà. J'aimerais alors, qu'on aborde un peu juste ça parce que ah oui, 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 non, mais ça, c'est. Alors, je savais que vous alliez poser cette oui, et question. puis les jeunes, ils n'écoutent pas de la musique contemporaine Absolument, spontanément. Là, absolument. ils vont écouter votre œuvre, mais Voilà. Alors, c'est très difficile ah, comme soyez question. libre de votre parler, hein. Non, je vais dire une chose qui me gêne moi-même, c'est que le triomphe des musiques populaires, pop, rap, rock aussi, Mhm. euh, c'est le triomphe de la démocratie. Mhm. Donc, moi, je suis profondément démocrate. Et en même temps, je suis complètement hérissé par ces musiques, non pas parce qu'elles sont populaires, au contraire, mais parce qu'elles sont trop simples, trop J'aimerais simplettes. qu'on creuse ça parce que c'est très important. Je crois vraiment que, alors ma théorie, c'est qu'il peut y avoir une nocivité dans certaines simplicités musicales, mais vous n'allez pas jusque-là. Mais j'aimerais on pose la question, vraiment, questionnons ça. C'est trop simple. Ça vous hérisse la simplicité. Ça, Pourtant, vous avez fait des pièces non, qui non, peuvent non, être non, simples. non, non, c'est pas la. Ouais. Alors c'est quoi? Essayons de chercher ensemble. C'est l'indifférence. Je regarde par exemple ce qu'on dit des chanteurs à la mode. On parle d'abord la première chose, on dit combien de millions ils ont vendu Ça, c'est d'exemplaires. Ça, c'est le la critère quantité numéro fait un. la quantité fait la Voilà. qualité. Le critère numéro deux, c'est la qualité des émotions qu'ils suscitent. Très intense. Les gens ils sont absolument ravis et tout le monde adorerait que cet enthousiasme soit partagé pour des musiques plus complexes. Mais non, non, parce que ça fait partie justement bah, de l'attention portée sur l'émotion. Un chanteur qui chante, imaginez Nakamura euh, habiter une scène comme ses ancêtres au début du XXe siècle le faisaient, en tenue de soirée, immobile, et avec un minimum d'expression du visage et rien d'autre. Alors, elle n'aurait aucun succès. Aucun succès, parce qu'il faut que tout le corps soit présent et communique. Donc, la musique est une espèce de qualité secondaire de la gestuelle et de l'expression du trait, C'est-à-dire, dans votre critique, si je comprends bien, vous pensez que la musique est subordonnée complètement. au clip, à la danse, Et, et, au, à la DA, maintenant ils appellent ça la direction artistique, et au texte. et au texte. Et au texte. Donc, quand on parle d'une chanteuse ou d'un chanteur qui ont eu un succès retentissant, la plupart du temps, on laisse croire que c'est eux qui ont fait le texte, et quelquefois c'est bien le cas, mais quelquefois pas du tout. Et on ne mentionne ni l'orchestrateur qui a permis de donner tout de même une musique audible Ouais, à des gens qui ne savent même pas le solfège. ouais. Donc là, il y a quelque chose qui est de la tromperie, mais vous êtes spécialiste des tromperies ou des Oui, trahisons. alors, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu avec nos propres billets de compositeur? Et c'est vrai qu'un petit fa majeur suivi d'un do majeur, ça peut nous laisser un peu indifférents puisqu'on explore. Complètement indifférent, oui. Et pourquoi alors? Et c'est automatisé. Aujourd'hui, Ouais, c'est la conformité que vous ne supportez pas en fait. C'est l'uniformisation. c'est l'absence d'imagination. C'est le fait de considérer que ça, c'est comme on mange un morceau de pain parce qu'il faut se nourrir, on n'y fait pas attention. Oui, La question n'est pas là. la question n'est pas là. Et la question est là, justement. Et ce qui m'intéresse dans les chants d'oiseaux, c'est qu'il n'y a pas deux oiseaux qui... Enfin, parmi les oiseaux inventifs, il n'y en a pas deux qui ont les mêmes inventions. Oui, Et à la limite, ils se mettent en danger parce qu'un oiseau qui imite à la perfection ses voisins
et qui cherche une fiancée, il va se faire prendre pour quelqu'un d'autre si l'imitation est trop bonne alors que c'est pas son intérêt. Et ça marche quand même. Ouais. Et ça, c'est frappant parce que ça veut dire que le goût du jeu est supérieur aux directives naturelles. Mais allons plus loin, je me fais l'avocat du diable. Vous dites que la musique, c'est très proche de la nature. Elle est inscrite dans des lois cosmiques, presque. Dans certaines conférences, vous élargissez même le concept. Oui. Est-ce que la musique populaire, qui vise l'émotion à tout prix, qui est très conforme, très formatée, est-ce que c'est pas nos chants d'oiseaux à nous, puisque apparemment le succès est au rendez-vous. Je ne dis pas du tout que le succès justifie la qualité. Je dis juste que si on est en démocratie et si Ouais. le peuple stream, ils appellent ça streamer maintenant, des millions d'auditions de Maître Gims ou d'autres. C'est pour ça que je suis mal à l'aise avec moi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas moi je ne peux pas participer à cette vibration extatique des foules entières. J'aimerais bien, mais je serais un menteur. Donc le fait que j'entende des clichés là où le chanteur ou la chanteuse est simplement persuadé qu'il exprime à travers les moyens qu'on lui donne, auxquels il ne prête pas d'attention, parce que toutes les chansons sont pareilles. Ouais. Et elles sont tellement pareilles qu'actuellement, vous savez quel est le pourcentage fait par intelligence artificielle? 40% Ah, ouais, sur voilà. les plateformes. Oui, Mais 97% des gens ne voient pas la différence. exactement. Mais pourquoi il ne voit pas la différence? Parce qu'il n'y a aucune invention. Exactement. Justement. Parce Ouais. que c'est des clichés uniquement. C'est des clichés. Et ces clichés, ils ont été mis en cause il y a un peu plus d'un siècle. C'est ça. À la fin du 19e siècle, déjà, on en avait marre du do majeur. Ouais. Donc, un type comme Fauré, par exemple, Magnifique. explorait carrément les juxtapositions de Brel tonalité. disait que les Beatles, c'était Fauré avec une pédale de Charleston. Alors, il y a en effet, parmi les musiques populaires, il y a des niveaux différents, à tel point que le jazz, par exemple, est devenu une musique raffinée et sophistiquée. Donc, pas seulement le new jazz, mais enfin, depuis les années 50, en gros, c'est devenu une musique élaborée, mais qui quand même continue à avoir des clichés et surtout à ne pas savoir où il va. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion une fois d'improviser avec un jazzman. Vous au piano? Oui, Ouais. donc c'était assez marrant Ah, parce c'est marrant. il m'a dit, bon alors, en quel ton? Alors j'ai dit, ah non, aucun ton. Ah bon? Oui, bon. Incroyable. C'était C'est quelque part, ça, on peut l'écouter? Non, ça n'a pas Ah. été enregistré. Ah zut. Non, on avait pas mal. J'aimerais bien vous entendre improviser. Vous avez déjà fait des choses où vous improvisez? Non, c'est une des rares fois. Ah bah n'hésitez pas si vous voulez. Non, 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 Ouais. non, non, on était, comme toujours, quand on est un petit peu émoustillé, on était très content du résultat. Ça donnait quoi? Alors, non mais concrètement, racontez-nous. Vous avez un jazzman donc, qui marche avec des harmonies, des 9e, des 11e, Oui. des machins, et vous dites pas de tonalité. J'aimerais juste savoir comment ça se passe. Vous étiez sur le même piano? Oui, Non. non. Deux pianos différents? Non, il était un autre instrumentiste. Saxo, flûte, guitare. Il était sur un autre piano, je crois. 2 pianos. Ouais, c'est vieux, Ouais. hein, il y a 50 ou 60. Et ce qui vous en reste du résultat, c'est quoi alors? Le résultat, c'est qu'il y avait quand même des pattes sonores. Oui, allez-y. Des petits trucs. Asseyez-vous bien, asseyez. Débarrassons ça et attendez, je pousse. Non, je vais pas m'asseoir. Non. Non, vraiment, je vous en prie. Franchement, c'est trop drôle. Ça, donc, Là, comment on fait? des Y a pas... brouillards sonores, des Ah oui. choses comme ça. Et vous? lui, Ouais. Et lui, donc, il essayait de rejoindre la tonalité, j'imagine. Non. Ah, il a joué le jeu. Il y avait vraiment pas de tonique. Non, Incroyable. C'était, je sais pas, Superbe.
des choses qui pouvaient Super. être faites au hasard. Très intéressant. Et donc, le jazz Mais, d'ailleurs. alors, Oui, je vous écoute. c'était la première fois qu'il faisait ça et moi aussi. Ah Et oui. il m'a dit, ce qui est remarquable, c'est que vous écoutez l'autre. Parce Oui. qu'en effet, la plupart des gens qui ne sont pas des improvisateurs habituels, ils essayent de s'affirmer Oui, eux-mêmes. c'est un combat presque. Ouais, c'est un combat. Alors que moi, j'écoutais et après, je reprenais des variations sur ce que je venais d'entendre. Excellent. Il Donc, faut savoir que vous êtes premier prix de conservatoire au piano. Enfin, vous êtes pianiste. conservatoire de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, mais bon, voilà, vous êtes pianiste. Oui, un peu. Donc, ça, c'est très intéressant ce qu'on dit sur la musique d'aujourd'hui. Il faut dire qu'on laisse un peu nos jeunes seuls, hein, avec 1 heure de cours de musique par semaine. Voilà. Platon disait que pour former la jeunesse, il faut de la gymnastique et de la musique à part égale, et c'est tout, ça suffit. Et là, on est quand même, on les laisse s'abreuver de cette musique-là. Ils en écoutent du matin au soir. Ouais. En boucle, et ça forge évidemment ce que j'appelle le logobiote, c'est-à-dire notre microbiote mental, quoi, tout simplement. Comment Oui. guérir de ça? Enfin voilà, c'est compliqué quand même. Il y a eu quand même des tentatives. Comment s'appelait ce musicien qui a inventé une méthode pour apprendre la musique? C'est un Suisse. Un Suisse, c'est pas Jean Wiener, non, c'est pas. Non. Ah. La méthode. Ouais, on va retrouver. Qui consiste à faire des improvisations pour les enfants. Mais là, honnêtement, on parle vraiment de la jeunesse. Moi, je m'occupe des bacheliers, c'est 500 000 oui, jeunes 500 000 jeunes par an qui passent le bac. Ils ont aucun bagage vraiment musical. Et ce qui est terrible, c'est que comme ils écoutent beaucoup cette musique, ils s'imaginent connaître la musique. C'est ça qui est terrible. Donc c'est un enfermement mental. Moi, je vois quelque chose de sectaire. Et on peut pas leur dire, parce qu'ils sont très en colère en général, quand on dit, bah écoute ton rap que t'aimes bien. Moi, au niveau poétique, je m'y retrouve pas vraiment. Mais alors au niveau... Alors, ils disent oui, mais il y a le sound design. Aujourd'hui, c'est plus... Il y a du fa majeur et du do majeur, mais il y a du travail en sound design. Les sons, les synthés, Oui, bon, mais l'orchestration, c'était justement faire passer une même mélodie dans différentes heures. Vous n'avez jamais fait des petites chansons chantables par tout le monde? Si, quand j'étais j'ai fait au théâtre aux armées. En Algérie, on avait quelquefois un peu de temps et on avait monté l'auberge des Adrets, qui était un mélodrame ridicule. Et j'avais fait les petites musiques, chanter les personnages. Très drôle. On parlait aussi de cette période de guerre où vous étiez en suspension musicale, et j'avais posé la question, comment la musique continue pendant 2 ans de mobilisation alors que, à part cet épisode-là, il n'y a rien. Si, il y avait quand même... d'abord, j'étais le patron du studio du corps d'armée d'Oran. D'accord. Donc j'avais fait venir des choses dont j'avais besoin. Mon père est né au Oran. Soi-disant pour mes émissions. Ouais. Parce que, alors là, je vous raconte ça. Quand je suis arrivé comme jeune sous-lieutenant à l'état-major, le capitaine m'a dit, bon, alors, vous allez travailler à la radio? Je lui ai dit, oui, je sais faire. Bon, alors vous allez pouvoir vous occuper du studio. Alors, on fait des émissions. Très bien, mon capitaine. Et alors, on fait 3 sortes d'émissions. Des émissions noires, des émissions grises, des émissions blanches. C'est-à-dire, mon capitaine, les émissions noires, on les fait passer pour des émissions du FLN. Les émissions grises, elles ne sont pas signées. On ne dit pas qui les fait. Les émissions blanches, elles sont signées. Mon capitaine, moi je ne fais que les émissions blanches. Oui, bien sûr. Alors, ça, j'ai refusé. Mais voilà. C'est terrible. Et j'étais au 2e bureau, donc je connaissais un peu. Là, j'ai refusé carrément. Eva nous dit, la méthode, c'est peut-être Jacques Dalcroze. Non, mais en fait, oui, je connais en effet celle-là, mais il y en a une autre avec des instruments particuliers, des petites percussions. Comment vos parents et votre père notamment a jugé votre choix justement de cette musique-là? Familialement, comment vous avez été perçu? Alors, il était un peu dépassé, mais il m'a dit une chose très, très touchante. Il m'a dit, alors, à 20 ans,
tu as eu ce que j'ai jamais eu dans toute ma vie. Et c'est vrai, j'avais eu un concert Oui, d'orchestre à la salle Gaveau et avec même une pièce qui a été bissée, ce qui était assez rare. ouais, Et mon père était très content pour moi et en même temps, ben, lui-même, il avait été un peu compositeur aussi, ouais, ouais, mais il n'a jamais eu de succès. ouais. Vous, vous avez quand même eu ce succès incroyable. Il faut dire, Ben, j'ai été ça aide à continuer, à persévérer. surtout dans les années 70, c'était l'époque idéale pour les compositeurs contemporains. Ils étaient soutenus par l'État de façon j'ai eu une bourse de création pendant 1 an, par exemple, euh, pour ne faire que ça, qui m'a Ouais, permis d'abandonner. J'étais prof à Louis Grand ouais. à l'époque, Mhm. donc j'ai pu arrêter mes cours et ne faire que de la Ne faire que musique. ça. Et donc j'ai fait les chefs d'orchestre, qui, Ouais. une pièce qui s'appelle Andromède, qui a été beaucoup de travail. Et puis, alors, euh, j'ai perdu le fil. Non, juste, je disais que vous avez rencontré le succès tôt et ça aide. Il y a plein de compositeurs qui n'ont pas cette chance et qui, Oui, c'est vrai, c'est c'est vrai. important C'est vrai, mais vous êtes béni un peu. Quand on voit votre parcours, on veut le même. Ben Il y a un oui, secret peut-être, je sais pas. C'est quoi votre secret, non, outre le talent, hein, mais il y a quand même quelque ben, le chose là. secret, c'est qu'il y avait aussi plus de jeunes qui allaient au concert qu'il y en a Eh oui, maintenant. bien sûr. Donc, ça ne s'est pas renouvelé et après, ça s'est éteint. Et la presse, enfin, les journalistes ont eu une responsabilité grave dans les années, pardon, à partir des années 80, Ouais, où ils ont dit non, alors c'est fini votre musique, on n'en veut plus, c'est pas assez populaire. ouais. Euh, En pleine gauche au pouvoir, c'est quand même. ouais, Ouais, ouais. ouais. Alors, euh, là, je vais proposer à ceux qui nous suivent de vous poser des questions, si vous voulez bien. Comme ça, on finit le live par des questions comme ça, un peu. Ça vous va? Oui, oui. Hein, on essaie. Donc, n'hésitez pas. Et je pense que si ça vous, on fera un débriefing après, vous et moi. Et si ça vous plaît, on pourra continuer à même thématiser la chose. Moi, j'ai écouté là, avant de venir Phoenix, une pièce de 1982 que je trouve sublime. Et j'aimerais juste que vous nous parliez de cette pièce si vous Ah ben, voyez. avec plaisir. Ouais, ouais. Alors, la chose la plus extraordinaire, peut-être, c'est que d'abord, c'était la première fois qu'une pièce contemporaine était créée en Chine. Ça a été créé à Pékin et à Shanghai. Mm. Mais à cette époque, je n'étais pas en Chine. C'est le percussionniste français Oui, qui l'a créé. Mais récemment, comme je suis à l'Académie des Beaux-Arts, oui. Petit Gérard, le secrétaire perpétuel, a eu la très bonne idée d'organiser des concerts où chaque académicien euh, préparerait un programme où tous ceux qui l'ont précédé sur le même fauteuil seraient joués. Alors, moi, ça m'a beaucoup amusé, ça. Donc, Ouais, je suis retourné dans le passé. Il y en a comme Cherubini, mais enfin, il y a des gens comme Saint-Saëns quand même. pas mal. Donc, ça m'a intéressé de chercher ça. Et ça se terminait par une pièce que j'avais choisie et qui était justement Phoenix. Et pendant que la pièce était jouée, j'ai vu qu'il y avait une agitation. Et après la pièce, quelqu'un est venu et a dit on vient d'apprendre que Notre-Dame est en feu. Ah, d'accord. C'était exactement au moment de l'incendie de Notre-Dame. Incroyable. Et le phénix, c'est Pff, une bête qui oui, se qui renaît de ses régénère par le cendres. feu. Ouais. Donc il y a C'est une mystique. rencontre à la fois navrante et surprenante en tout cas. Question d'Eva, la musique contemporaine a été qualifiée d'élitiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, mais alors je vais être un peu provocant, je vais dire, Oui. mais vive l'élitisme. Mhm. Vive, imaginez qu'on fasse des matchs de boxe où il n'y aurait pas d'élitisme. Mhm. Ça serait du massacre gratuit. Mhm. On aime les élites. On est Mhm. très content qu'il y ait des footballeurs milliardaires. Mhm. Mais si on mesure ça en effet en dollars ou en francs ou en euros,
c'est une vue un peu sommaire. Ouais, bien sûr. Je pense que la Ouais, démocratie, c'est tout le monde a accès à être, à faire partie de l'élite. bien sûr. Et Dieu sait s'il y a eu des concerts gratuits à la Radio France et tout ça, et malgré ça, il y a eu quand même une désaffection assez large. Hmm. C'est comme ça. Question justement de Yanis, quel est le secret pour faire de la musique complexe tout en restant populaire? Ouais, c'est très difficile. Même ceux qui l'ont réussi ne savent pas. Ouais, Je pense à Ravel. ouais, Ravel était ulcéré qu'on réduise son œuvre au boléro. au boléro. Eh bien, il avait raison et il avait tort. Il avait raison parce qu'il a fait des choses beaucoup plus subtiles et beaucoup plus poétiques que le boléro. Et il avait tort parce que c'est pas seulement qu'il a fait une musique très répétitive, mais c'est qu'il a réussi à faire en sorte que cette répétition devienne Hypnotique. magique, Hmm. hypnotique. Hmm. Et je l'ai compris ça que quand j'avais une amie qui était chorégraphe et qui a fait la chorégraphie, par exemple, des premiers opéras baroques qu'on a remontés. Et elle avait un groupe de danseurs bretons. Elle faisait ça une fois par semaine chez elle, elle faisait de la danse bretonne. Elle m'a dit, tu veux pas venir? Bon, moi, par curiosité, je suis venu. Et alors on dansait des gavottes bretonnes. Un gavotte bretonne, c'est tout simple, hein. Oui. On se tient comme ça, on se couvre latéralement, on fait un pas à droite et on recommence. Alors, une fois qu'on a fait ça pendant une minute, bon, alors moi j'ai dit, bon ben ça va, j'ai compris, j'arrête, mais on ne peut pas arrêter, on est dans le cercle. Et alors, donc j'ai continué. Et là, je suis peu à peu entré dans un autre état d'esprit. Je suis entré dans je ne sais pas comment appeler ça, dépersonnalisation. Je n'étais plus un garçon avec d'autres en train de danser une danse bretonne. J'étais ailleurs et dans un autre temps. Et c'est ça qui est remarquable dans le boléro de Ravel. Et il l'a senti aussi, sans le théoriser, mais il l'a senti, puisqu'à la fin du boléro, il y a un brusque changement. Une modulation, ouais. Alors ça veut dire qu'on a basculé dans cette au-delà de la conscience. Et c'est quand même un modèle d'orchestration, enfin, ça sert vraiment de... Oui, mais il disait lui-même, c'est un bon orchestrateur, pouvait le faire. Mais la trouvaille, c'est de savoir quel est le bon rythme, la bonne durée, et comment on en sort par le haut. Oui, tout à fait. Eva n'est pas trop d'accord, elle dit, je pense en effet qu'il faut rendre accessible la musique sur le côté élitiste. Mais ça a été abondamment fait. On a rendu accessible, il ne faut pas se plaindre. Il y a pour la littérature, c'est pareil. Dieu sait s'il y a des bibliothèques gratuites, mais les gens ne vont pas lire pour autant. Non, c'est plutôt la toute-puissance de l'argent qui a lancé ça, parce que ceux qui gouvernent la musique populaire, c'est pas des chanteurs ou des musiciens, c'est des hommes d'affaires intelligents et efficaces. Et arnaqueurs parfois aussi. Et arnaqueurs, bien sûr. Mais c'est eux qui favorisent les journalistes qui parlent des millions d'albums vendus. C'est la seule critère. Est-ce que vous avez des affinités musicales ou philosophiques avec Michael Levinas? Alors, question de Tara. Ça j'y pensais tout à l'heure quand vous m'avez demandé, vous m'avez parlé du courant. Je ne l'ai pas. Des musiques spectrales. Oui. Il m'a rendu hommage pour ça publiquement, dans quelques années après, en disant que c'était moi qui avais donné le premier le coup d'envoi pour l'utilisation de l'analyse acoustique comme clé d'une composition. C'est ce que j'avais fait j'ai fait ça avec le langage. Le grec, puisque j'étais prof de grec, mais aussi avec le français. J'ai une pièce qui est un sonnet de Roussard, où la structure du sonnet est complètement reprise pour la structure musicale.
Excellent. Oui. Très intéressant. Nous allons donner fin de partie de Kurtág d'Ieva à l'opéra. Fin de partie de Kurtág. Ligeti, Kurtág, tout ça, Ligeti, j'ai une très grande admiration pour Ligeti. Je ne l'ai rencontré qu'une fois, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler ensemble, mais c'est quelqu'un que je considère comme un des très grands compositeurs. Est-ce que vous avez creusé la microtonalité Ça, c'est de la technique. Je l'utilise Oui. quelquefois, mais parce que ça donne des couleurs spécifiques. Je ne l'utilise pas comme un système. Comme un système. De toute façon, vous n'êtes pas tellement système. Hein. Pas du tout. Ah ouais, pas du tout. Votre travail remet en question l'anthropocentrisme. La musique peut-elle exister sans l'humain? Question d'Eva. ZN. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut enlever les guillemets quand on parle des musiques animales. L'immense majorité des animaux ne sont pas musiciens, mais il y en a une petite minorité, mais l'immense majorité des hommes non plus ne sont pas compositeurs. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est en effet, c'est le goût du jeu comme amélioration de la vie. Le goût du jeu, c'est pas juste pour passer un bon moment avec les copains, c'est quelque chose qui contribue à donner du sens à votre existence. Et donc, inventer le jeu, c'est idéal. C'est pas seulement jouer un jeu inventé par d'autres, c'est très bien aussi. Je crois que vous avez inventé. Oui, tout à fait. Le jeu du phénix. Voilà, mais inventer le jeu, alors les enfants savent le faire. J'ai vu des enfants fixer la règle du jeu, discuter sur la règle. Et une fois qu'on a fixé la règle, on joue selon la règle. Ça me donne envie d'une autre question. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai une fille. Et la musique, ça s'est transmis ou pas? Si c'est intime, ne répondez pas. Alors, j'avais fait une pièce vocale qui s'appelle Danaé, qui représentait un peu la légende de Danaé. Et dans la légende de Danaé, il y a l'épisode où, pour éviter une mort terrible de son père, elle est jetée à la mer dans un coffre avec son bébé parce qu'elle a eu un enfant de Zeus qui est entré dans la prison sous forme de rayon du soleil. Et donc, j'avais fait cette pièce qui s'appelle Danaé, qui a eu d'ailleurs un vrai succès. Et puis, 1 ou 2 ans après, je me suis marié et j'ai fait un enfant, une fille, et j'ai eu l'audace de l'appeler Danaé. Sublime, sublime. Elle était là hier. Et elle-même, elle fait de la musique ou pas? Elle en a fait un peu, et malheureusement, c'est une maladresse dont je suis un peu responsable. Elle a eu un prof de piano qui n'était pas du tout ce qu'il aurait fallu, et qui lui a dit une fois, mais quand on a un père compositeur comme ça, on travaille un peu plus. Donc ça a été... ça a connecté à la filiation. Donc ça l'a... Et vous avez eu l'intelligence de ne pas insister? Je n'ai pas insisté, donc... Mais elle écoute ma musique et ce qu'elle en dit est intelligent. La nature compose-t-elle déjà et le compositeur ne fait-il que révéler? Alors ça, c'est le problème du ready-made. Il y a eu au début du XXe siècle des gens qui, avec Picasso et d'autres, ont pensé que l'objet trouvé pouvait être déjà un objet d'art. Donc, effectivement, c'était prendre très au sérieux ce que des gens comme Debussy avaient dit. C'est-à-dire qu'en effet, il peut y avoir dans la nature quelque chose, mais il faut le trouver. Et il faut savoir le voir ou l'entendre, ce quelque chose. Et après qu'on l'a trouvé, si on se contente de dire, voilà, j'ai un magnétophone ou j'ai un appareil photo, ça suffit. Non, ça suffit pas. C'est là où je suis pas d'accord avec Cage. Ça ne suffit pas. Il faut y mettre de l'amour, il faut y mettre de la recherche. Du coup, ceux qui se contentent de faire des prompts pour une intelligence artificielle et qui... oui, ça suffit pas. Et même comme jeu, c'est pas satisfaisant. Pourquoi?
Parce que c'est une façon de dire j'ai pas été foutu de faire ça et je suis obligé de le prendre tout fait. Vous parliez dans une conférence d'un jeu de dés de 1787 qui Ouais. permettait, en jouant aux dés, de faire une musique aléatoire, entre guillemets. Ah non, non, Ah, pas si aléatoire que ça. oui, Non, non, c'est composer une musique, composer des valses. des valses. Composer des valses. Alors, 1787. ouais. Alors, il y avait des motifs, qui étaient Ouais. un catalogue de motifs, Ouais. des petits motifs sonores, et on tirait au sort leur enchaînement. D'accord. Alors, il y avait évidemment une boîte dans laquelle il y avait la dominante, et Ouais. dans l'autre la tonique. Ouais. Alors, on savait que ça allait marcher. D'accord. C'est Mais la valse était toujours un peu différente. Et donc, Et c'est vrai que l'IA, c'est un peu ça, quelque part, c'est puissance ça, 1000. en Mais... plus subtil. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est passionnant. Comme le cadavre exquis, dit Couteau. Alors, il y a une question qui revient souvent. Quels sont les artistes populaires modernes, pop, rock, rap, que vous pouvez apprécier? Encore faut-il... Je suis incapable de Ouais, répondre à cette ouais. question. Jamais vous ne tiquez sur un truc populaire, où vous dites, tiens, là, il se passe ça, c'est intéressant. Ça, Si, c'est arrivé, mais pas au point que je ouais, mémorise ouais, ouais. le Donc, titre et le nom. Non, il y a chez moi une réticence, une un rejet, un réticence rejet. que j'ai malgré moi. Ouais, c'est intéressant. Non, dès l'instant que j'entends une musique qui ressemble à toutes les musiques que j'ai déjà entendues, Ouais. je ne cherche pas à Ouais. faire la part de l'originalité ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de vouloir la nouveauté pour la nouveauté, mais pour vous, c'est pas un risque? Si, Ouais. c'est un risque. Ah, C'est un risque parce que Dieu sait s'il y a quelquefois de l'inouï inintéressant. oui, c'est vrai. Donc ça suffit pas, Ah, c'est intéressant. malheureusement. Sinon, on en ferait des recettes. L'IA ne fera jamais une recette pour inventer des musiques inouïes, Ouais, parce que ce serait n'importe quoi, ce serait du ouais, gribouillage. ouais. Non, non, l'inouï est désirable, mais après il faut le soumettre à une sévère analyse pour voir qu'est-ce qui était inouï, qu'est-ce qui vaut la peine d'être développé ou pas. Très intéressant. J'aime beaucoup la place que prend le jeu dans votre conception musicale, votre philosophie musicale. C'est vrai que cette notion de jeu est vraiment intéressante. Vous l'avez conceptualisé un peu? Il y a des passages, il y a des articles dans lesquels j'évoque ça, mais c'est plutôt dans les articles récents, parce qu'en effet, j'étais pas, je le ressentais, mais je ne l'avais pas vraiment formulé noir sur blanc. Et il faudrait d'ailleurs que je m'y replonge pour réfléchir davantage. Parce que dire que le jeu c'est par le jeu que naît la culture, Ouais. et jusque dans le monde animal. Alors ça, il y a des gens comme Descola Oui, qui oui, sont Philippe assez d'accord Descola. avec cette façon de voir. Mais je ne l'ai pas étayé par des choses un peu approfondies. Si j'ai le courage, je vais le faire. Ouais. Et dernière question, Tara qui dit, est-ce que vous composez toujours? Ah, alors oui, heureusement, il y a eu le Covid. La phrase. On voit très bien ce que ça veut dire pour un artiste, cette phrase. Oui, parce que comme il n'y avait plus de musiciens disponibles et plus de concerts organisés, eh bien, on était chez soi. Alors, on peut toujours écrire une partition, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, mais j'ai eu envie de revenir alors un peu aux sons eux-mêmes, c'est-à-dire à refaire, non pas de la musique concrète, mais de la musique électroacoustique. Et alors, j'ai pour ça voulu faire autrement. Et j'ai fait quelque chose qui, je crois, n'a pas été fait tel quel. C'est-à-dire que j'ai composé d'abord des images avec les logiciels adéquats. Et j'ai composé ensuite des séquences avec d'autres logiciels qui accompagneraient chaque image. Et ma dernière œuvre, qui s'appelle Panoplie, et qui durerait, si on jouait tout, un peu plus de 2h30, donc est une œuvre mobile dans laquelle un chorégraphe, un metteur en scène, ou simplement un auditeur est chargé de faire lui-même un montage en organisant l'une après l'autre ces images, ces couples d'images. Et là, c'est de la musique électroacoustique avec
aussi bien des sons naturels que des sons instrumentaux, la plupart plutôt instrumentaux, des bruits. Tandis que les images, elles sont faites presque toutes à partir... non, non, la plupart des sons et de leur évolution sont faits à partir d'images. D'accord. Mais le à partir, c'est quoi? C'est un À partir, algorithme? c'est un logiciel Ah, d'accord. Qui traduit. qui traduit n'importe quelle image en pixels. Ah oui. Et chaque pixel est traduit par 3 sons. Eh oui, les 3 selon couleurs. la couleur, Ouais. selon l'intensité, selon la durée. Donc, Incroyable. n'importe quelle image fournit des minutes et des heures de musique dans Incroyable. lesquelles, après, on est obligé de choisir. Et c'est comme une seconde nature. Excellent. C'est comme une seconde nature dans laquelle on va faire des trouvailles et puis la plupart du temps des choses. Là, vous travaillez avec des informaticiens, j'imagine? Non, non, je fais ça tout seul. Mais comment vous pouvez faire ça, je comprends? Ah, je suis tombé sur un petit logiciel. Ah oui, d'accord. Ouais, fait par un geek perdu au fin fond de... c'est un peu ça, un petit japonais qui se considère comme un peintre plutôt, un plasticien, mais qui a fait ça. Incroyable. Et donc, passionnant. Et il n'existe même plus ce logiciel. Donc je veux pas faire de publicité. Oui. Est-ce que je peux vous demander pour finir d'écrire 3 notes de musique sur une partition vierge? J'aimerais filmer votre façon parce que. Alors ça, je reçois constamment des demandes d'autographes, mais c'est non, mais c'est pas un autographe. C'est les Allemands qui font ça. Ah oui, non, je sais pas. J'ai eu l'idée en venant. Alors je sais pas si c'est... D'ailleurs, votre matos, c'est quoi quand vous... votre matériel pour écrire ça va, le crayon? J'écris comme tout le monde. Ah oui, le crayon, oui. Bon. Non, là, c'est composé, vraiment. Je peux écrire en prélude 4e. Ah, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Puisque personne ne va le jouer. Ah non, personne ne va le jouer. Mais, oui, avec plaisir. Ah, vous y allez direct, comme ça, vous jetez à l'eau. Oui. Donc, on remarquera qu'il n'y a pas de... Voilà. Excellent. Excellent. C'était un régal. Je crois qu'on peut s'arrêter là pour cette première rencontre. Oui. Je dis merci à tout le monde, tous ceux qui ont participé. Et je pense qu'ils sont enchantés, ils ont 40 000 questions encore. Il y aura peut-être d'autres rencontres. Merci d'avoir été là et merci pour vos questions chaleureuses, les amis. J'arrête le live. On dit au revoir. Au revoir. Voilà.